Une opération militaire musclée à l'image de l'opération Dofo, voilà ce que demande l'UPC pour la région du Centre-Nord. La situation humanitaire dans cette partie du pays est de plus en plus inquiétante. À lui seul, le Centre-Nord reçoit plus de 80% des déplacés internes du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas un État voyou, c'est un État normal gouverné par des hommes normaux. Bala Alassane Sakandé s'insurge contre les sociétés minières fautives du paiement de taxes et du respect des textes en vigueur. Retour ce soir sur le discours du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la restitution de la mission parlementaire sur la question des mines. La gouvernance minière, justement, et si le problème résidait plutôt au texte du Burkina Faso, plusieurs analystes pensent qu'il y a un vide juridique exploité à fond par les sociétés minières. On en parle dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nibi. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Un invité dans ce 19h30, l'analyste politique Lionel Bilgou est sur ce plateau pour nous dire tout à propos des tentatives d'intimidation et de menaces de mort dont il serait victime depuis un certain temps. Lionel Bilgou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous, on sera à vous dans quelques instants. Retour ce soir sur la bronca de Bala Alassane Sakandé face à ce qu'on peut qualifier d'incivisme fiscal des sociétés minières au Burkina Faso, à la restitution de la mission parlementaire sur la question des mines le 22 mai dernier. Le président de l'Assemblée nationale n'y est pas allé par 4 chemins pour exprimer sa colère. Luc Pagbelgen. C'est une mission d'information parlementaire dont la restitution a indigné plus d'un député et en premier le président de l'Assemblée nationale. La loi oblige les compagnies minières à verser 1% de leur chiffre d'affaires comme fonds minier de développement local. Non contentes de s'exécuter à ce niveau, des sociétés et non des moindres font la force à la Sonabi, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, et importent directement leur carburant des ports voisins, faisant perdre à la nationale des hydrocarbures environ 62 milliards de francs CFA de 2015 à 2017. C'est une lettre signée de 2010 qui confère cette droiture à la société minière et la représentation nationale demande que ce favoritisme s'arrête. Curieusement, les mêmes sociétés exonérées de taxes au niveau du carburant se retrouvent mauvaises payeuses de la CFE, la contribution financière en matière d'eau. C'en est trop, s'offusque Bala Sakandé. Le Burkina Faso n'est pas un État voyou. Un État normal, dirigé par des hommes normaux. Donc on ne peut pas permettre à des sociétés ou à des individus de venir nous narguer chez nous. Et ça aussi, il faut être clair là-dessus. Donc, monsieur le ministre, vous avez le soutien indéfectible de l'Assemblée nationale sur cette question-là. Et nous allons regarder. Nous allons faire des recommandations. Le problème, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas prendre des mesures. Demain, après-demain, même si c'est la prière, nous allons rédiger nos textes et en début de semaine, nous serons là où nous devons y être pour défendre les intérêts du Burkina Faso. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement soutient que même les petits vendeurs d'eau en sachet paient cette CFE après des recours devant les tribunaux où l'État a eu raison. C'est le statu quo. C'est notre patrimoine national, jusqu'à preuve du contraire. Il y a des textes qui accompagnent cela. Donc nous ne pouvons pas comprendre que des gens viennent ici sur notre territoire pour nous narguer et dire non à des textes que nous-mêmes nous avons volontairement votés. Il y a un problème. Et moi je pense que s'il y a lieu d'essayer en justice, on doit essayer en justice contre ces sociétés, mais dans le même laps de temps, on prend des mesures conservatoires. Pas d'utilisation de l'eau en attendant une décision de justice. C'est très clair. Et on va regarder. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation des fonds miniers, la problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et l'effectivité du paiement de la contribution financière en matière d'eau a révélé plusieurs irrégularités. C'est pourquoi les recommandations sont allées dans le sens d'organiser des assises dans le secteur afin d'amorcer une bonne gouvernance minière au Burkina Faso. Les sociétés minières mauvaises payeuses de la taxe sur l'eau et du fonds de développement local, les sociétés minières mauvais élèves en matière de valorisation des compétences locales
Et si ce sont les textes du Burkina Faso eux-mêmes qui favorisaient cette situation d'incivisme, en tout cas, c'est ce que pense plus d'un analyste, sans pour autant dédouaner ces entreprises minières. Il y a un vide juridique qui règne sur la question, disent-ils. C'est le sujet de notre chronique économie de ce lundi et c'est signé Rémi Lambert-Nibi. De quelle taxe s'acquittent les sociétés minières installées au Burkina Faso sans débat? Fulminé, un citoyen lambda après la publication du rapport de la mission d'information parlementaire. Le Fonds minier de développement local n'a connu un début de versement réel par les sociétés minières qu'après plusieurs pressions exercées par la société civile et certaines collectivités locales. Et voilà que la mission d'information parlementaire révèle le non-acquittement de la contribution financière en matière d'eau par ces sociétés minières, ce qui n'était d'ailleurs qu'un secret de polichinelle pour les plus avertis. Selon la loi sur la contribution financière de l'eau, le mètre cube c'est 200 francs. Mais les sociétés minières sont tellement pleines qu'on en ramène le mètre cube à 100 francs. Et malgré tout, elles refusent de payer. Ce qu'elles évoquent comme raison pour ne pas payer, c'est parce que la loi a été adoptée en 2009 et elles disent qu'elles ne sont pas concernées par cette loi parce qu'elles ont des contrats avec des clauses de stabilisation. Ça veut dire qu'à la signature du contrat, il est dit quelque part que pendant la durée du contrat, aucun impôt ne peut être changé en défaveur de la société minière. Par contre, si le changement est en faveur de la société minière, on applique d'office. Et une disposition de ce cours-là dit, effectivement, vous avez la stabilisation pour tout ce qui concerne les impôts. Par contre, la stabilisation ne concerne pas les taxes et les redevances. Et le législateur considère un peu la CFE comme une taxe qui est exclue du champ de la stabilisation. Donc le débat est posé. Le débat est certes posé, mais s'il reste en stand-by, c'est parce que peut-être le gouvernement burkinabé a une sorte d'appréhension pour user des voies de recours dont il dispose pour contraindre les sociétés minières au paiement de taxes. Mais dès qu'on évoque le paiement, il y a une forme de chantage qu'on soulève au niveau des sociétés. On va tuer la poule aux yeux d'or, ou bien ça va faire naître des litiges. Aucun État ne doit craindre un litige. Il faut aller en arbitrage, il faut aller au tribunal international pour qu'on tranche définitivement la question. On paye ou bien on ne paye pas. Si c'est l'État qui paie, l'État se conforme. Pourquoi on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, la question, il faut poser la question au niveau du ministre des Mines. C'est lui qui gère le secteur et c'est à lui de poursuivre. C'est lui qui doit normalement mettre en œuvre toutes les dispositions légales à sa disposition pour que l'État burkinabé rentre dans ses fonds. Ça, c'est une question que je renvoie au niveau du ministère des Mines, en particulier au niveau du gouvernement en général. Au niveau de la CFE, il y a eu un cas de justice. Une société minière a convoqué le Burkina en justice, mais la société a perdu. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de recouvrement forcé. Au-delà de ces taxes à polémique, la problématique du recrutement de la main-d'œuvre locale est souvent mise sur la table des débats par les communautés hautes. C'est une contrainte pour les sociétés de le faire, mais elles ont l'avantage du vide juridique qui règne sur la question. L'article 100 le dit clairement. L'article 100 du Code minier, repris dans les conventions minières, que toutes les sociétés, ainsi que leurs sous-traitants, ça c'est très important, les sociétés exploitatrices et les sous-traitants emploient en priorité à compétence égale des Burkinabés. Maintenant, il est précisé qu'un texte, un décret pris en Conseil des ministres, doit venir un peu clarifier les choses. La nomenclature des postes et les quotas. Ce texte n'a jamais été pris. Donc à ce niveau, on ne peut pas accuser les sociétés minières qui produisent des rapports chaque année qu'ils déposent au niveau du Premier ministre et du ministère des Mines. Mais qui peut aller sur quelle base? Puisqu'il n'y a pas de décret qui les contraint. Et même on peut aller au-delà. Aujourd'hui, vous demandez pour certains postes des qualifications et des compétences. Sur le plan national, il n'y en a pas. Vous trouverez peut-être des qualifications parce qu'à un certain stade,
avec ces histoires d'ajustement structurel, le Burkina ne forme plus d'ingénieurs miniers. C'est peut-être des personnes sur l'initiative propre qui sont peut-être allées se former. Le rapport de la mission d'information parlementaire vient amplifier la voix de la société civile qui appelle depuis toujours à une fin de la complaisance du gouvernement vis-à-vis des sociétés minières. Le temps joue en sa défaveur et le gouvernement pourrait être le seul à résoudre tout un passif après le départ de ces sociétés. Des précédents au Burkina Faso, il n'en manque pas. Ces chiffres à présent, plus de 80% des déplacés internes du pays, soit près de 700 000 déplacés, sont enregistrés dans la seule région du centre-nord. Une situation qui se dégrade de jour en jour du fait des attaques terroristes qui gagnent du terrain. L'économie a pris un sérieux coup, l'UPC s'en inquiète. L'Union pour le progrès et le changement tire la sonnette d'alarme. Le Parti du Lion appelle à des solutions à la hauteur du défi humanitaire. Arsène Konditamde. Plus le temps passe, plus la situation sécuritaire s'enlise dans la région du centre-nord. La région est régulièrement assaillie par une horde d'individus armés non identifiés qui sèment la terreur dans plusieurs localités. La province du Namen-Tenga, jusque-là épargnée, a récemment connu des attaques dans les communes de Bouroum et de Tougouri. Cette situation sécuritaire peu reluisante affaiblit considérablement l'économie de la région. Le secteur agricole qui emploie l'écrasante majorité des populations est à l'abandon. Les terroristes interdisent à la population de semer et de cultiver. L'élevage prend également un sérieux coup. Une bonne partie du septel est emportée et ordre a été intimé à la population de quitter les champs de culture et de pâturage. Les autres activités économiques, commerce, orpaillage, pêche, sont pratiquement suspendues à cause de l'abandon des sites. Un fonctionnement difficile des mairies, absence de certains maires de leurs communes, difficultés dans le recouvrement des recettes budgétaires et dans la tenue des sessions des conseils municipaux. À la date du 22 avril 2020, le Centre-Nord comptait 687 675 déplacés internes sur un total de 848 329. Ce qui représente environ 81% de l'ensemble des déplacés internes recensés au plan national. Et les conditions de vie de ces Burkinabés se dégradent au fur et à mesure. J'ai deux frères qui ont perdu la vie dans des attaques. L'un avait 3 femmes et l'autre avait 2. En tout, j'ai 25 personnes à ma charge. Depuis 6 mois, nous sommes à Kaya et nous avons du mal à nous nourrir. Des ONG, des associations et autres organisations viennent nous recenser, mais ne nous donnent rien. Il n'y a pas de logement où dormir non plus. On a 6 enfants qui étaient à l'école, mais ils ont été obligés d'arrêter. Pour sortir de ce bourbier sécuritaire, le Parti du Lion fait ses propositions à l'exécutif burkinabé. Au plan sécuritaire, un renforcement de la coordination entre les FDS et les forces vives pour une meilleure coordination des actions défensives. Une mise à la disposition des FDS de grands moyens pour lutter efficacement contre les ennemis. Un équipement adéquat des volontaires pour plus d'efficacité. Le lancement d'une deuxième opération militaire d'envergure pour anéantir le terrorisme sur notre territoire. L'opération Doufou n'ayant pas produit des résultats escomptés. Au plan social, l'UPC propose la réquisition de bâtiments administratifs non occupés pour reloger les déplacés internes de la région. Elle souhaite également une plus grande solidarité à l'endroit des déplacés, à l'instar de celle manifestée par les Burkinabés dans la lutte contre la Covid-19. L'UPC inquiété par la situation sécuritaire du pays, un contexte préoccupant qui impacte fortement l'enrôlement biométrique dans la province du Gourma, par exemple. Près de la moitié des communes n'ont pas pu s'enrôler car les équipes d'enrôlement n'y ont pas eu accès du fait de la situation. La question maintenant, c'est de savoir si la situation reste telle, quelle pourrait être l'alternative pour ces parties du pays qui risquent d'être marginalisées à propos des élections de novembre prochain. Roméo Koïta tente d'y répondre dans ce sujet. Si nous prenons l'emplacement de Fada,
ils avaient au total 101 emplacements et on n'a pu retenir que 31. Donc plus de la moitié a été décrétée comme zone rouge. Également à Machakouali, il y avait plus de 99 emplacements et eux se sont retrouvés avec 7. C'est la déclaration d'un opérateur de kit de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à l'une de nos équipes lors d'un reportage dans la région de l'Est à l'occasion de la reprise des opérations d'enrôlement biométrique. L'insécurité impacte fortement le processus dans cette partie du pays, où sur 410 sites d'enrôlement prévus, seulement 257 ont pu être implantés. Mais il n'y a pas que l'Est. Plusieurs zones du pays, notamment le Sahel et le Centre-Nord, ont été inaccessibles aux agents enrôleurs. À moins de 6 mois des élections générales, l'on pourrait être en droit de penser que ces zones ne seront pas prises en compte pour les votes. Alors, dans ce cas, quelle pourrait être l'alternative, sans que les questions de légitimité ne se posent? L'hypothèse la plus probable, si on veut rester dans le cadre des normes qui nous gouvernent, notamment la Constitution, c'est que l'élection se tienne, mais on dit à quel endroit précisément l'élection se tiendra. Et pour les zones où l'élection ne se tient pas, qu'on prenne une décision juridique concernant ces zones-là. Parce qu'il va se poser un problème de représentativité. Si vous prenez une région où une région qui a 4 communes et 3 communes n'ont pas pu tenir l'élection, ça veut dire que les députés qui vont être sortis de cette région peuvent ne pas être suffisamment représentatifs. Et justement, la question de la représentativité emmène certains acteurs politiques à évoquer l'inopportunité de la tenue des élections. Pour Aruna Diko, tenir les élections sans ces zones dites rouges, c'est exclure des Burkinabés. Et cela est anticonstitutionnel. La Constitution nous dit à son article 37 que le président du Faso est élu au suffrage universel. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que la CENI est capable d'organiser des élections au suffrage universel aujourd'hui sans que le pays ne recourt son intérêt? Mais la CENI dit qu'elle est capable de... Mais la CENI ne peut même pas aller dans certains coins pour aller faire l'enrôlement. Ce n'est pas pour faire des élections. Quoi qu'il en soit, le débat sur la tenue des élections est tranché. L'opposition et la majorité sont d'accord pour qu'elles aient lieu à la date prévue, le 29 novembre. En revanche, la question qui reste en suspens, c'est celle du vote des déplacés internes. Sur le sujet, la Commission électorale nationale indépendante propose 2 scénarios. Le premier serait que le vote de la personne déplacée soit comptabilisé pour la commune de départ. Le second voudrait que le suffrage soit validé pour la circonscription d'accueil. Pour l'instant, aucune proposition n'a été retenue. Mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de l'exclusion des zones rouges ou la question des déplacés internes, la classe politique devrait définir clairement les règles du jeu, selon l'analyste, pour éviter d'éventuelles contestations aux sorties des élections, comme cela a été le cas du Mali voisin. Place à l'entretien de cette édition, comme annoncé, Lionel Bilgo, analyste politique victime d'intimidation et de menaces de mort. Bilgo, alors que s'est-il passé exactement? Relatez-nous les faits. Écoutez, tout s'est passé hier, quand en début d'après-midi, j'étais chez moi et que j'ai entendu sonner à la porte par 3 reprises. Le temps d'arriver, il n'y avait plus personne. J'ai refermé la porte et plus tard, en allant faire une course, je retrouve une balle, une cartouche soigneusement posée devant la porte à un pas et orientée vers la porte. Donc devant les personnes de chez moi, on constate cela ensemble. Je récupère cette cartouche au départ avec l'idée d'ailleurs de jeter cette cartouche. C'est après, sur conseil d'amis et d'ailleurs d'hommes de tenue, qu'il fallait aller faire un avis de dépôt en fait, de munitions au niveau de la police. Donc arrivé là-bas dans la soirée d'hier, après une émission que j'ai faite ici, les policiers ont constaté que c'était certes une munition, mais pas n'importe quelle munition. C'était une munition d'une Kalachnikov. Vous voyez, c'est une arme de guerre qui n'est pas autorisée aux civils d'en posséder. Et donc retrouver cette munition devant chez soi, après d'ailleurs que des personnes aient sonné à la porte et qu'on n'ait trouvé personne, ça peut porter des suspicions. Donc du coup, les policiers enregistrent et récupèrent la munition
Donc il me donne rendez-vous demain mardi pour l'ouverture d'une enquête. Mais en attendant également sur conseil d'un avocat, je suis allé à la gendarmerie et j'ai posé plainte contre X. Dans l'exposition des faits, effectivement, les gendarmes ont qualifié ce qui s'était passé et ont enregistré cette plainte-là. Avez-vous foi quant à l'aboutissement de ce dossier? Je ne peux qu'avoir foi. Je ne vais pas juger ni les autorités compétentes, ni la gendarmerie, ni la police dans le cadre de leur travail. Toujours est-il que, même si cela n'aboutit pas, au moins ça a le mérite d'être enregistré, d'être connu et d'avoir été mis dans l'oreille de qui de droit du fait que ma personne, en tout cas, ait fait l'objet de certaines turpitudes. Mais qui pourrait bien vouloir à Lionel Bilgou? Je ne sais pas, je me pose la même question. Écoutez, moi, je préfère en fait en réalité ne pas rentrer dans une espèce de théorie de conspiration, ne pas me faire des idées ou des films sur qui en voudrait à ma personne. Toujours est-il que je constate les faits et je sais en réalité que des personnes mal intentionnées pourraient justement s'adonner à ce type d'acte-là. Ce qui est ahurissant, c'est que ça se passe encore au Burkina Faso, après tout ce que nous avons pu traverser, et qu'aujourd'hui encore on retrouve de telles pratiques non acceptables. C'est peut-être lié à vos prises de position sur les différents plateaux. Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Vraiment, toutes les hypothèses sont mises sur la table et maintenant les enquêteurs trouveront. Et dans tous les cas, je crois que mes prises de position ne changeront pas. Parce qu'en réalité, comme je le dis, j'ai quitté le camp des indifférents et des silencieux depuis très longtemps. Ce n'est pas pour demain que je vais y retourner. Et donc, ce sont des prises de position constructives également. J'ai eu une opportunité de donner la voix. Et je dis souvent que tous ceux qui interviennent à la télé, à la radio, c'est une opportunité qui leur est donnée. Je ne suis pas le plus intelligent du Burkina et ce que je dis n'est pas le plus pertinent possible parce que je rencontre des personnes quand même qui ont une certaine forme d'intelligence et quand ils partagent leur point de vue avec moi, ça me nourrit. Et donc, du coup, ce sont des positions sincères que je partage et que j'apporte pour la construction du pays. Je ne vois pas en quoi cela peut déranger ou perturber le sommeil de certaines personnes. Je pense aussi que c'est lié à votre dernière parution, ce livre qui ne fait pas dans la dentelle quand il parle d'engagement politique des jeunes. Oui, mais c'est un livre également qui est une opinion. Je vais peut-être me répéter, mais cette opinion n'est pas une vérité biblique. Et en tout cas, je la partage pour qu'elle aille embrasser d'autres opinions. Et dans ce livre également, je pense que je n'ai pas pour cible un parti donné. Moi, j'ai des amis un peu partout, y compris dans le gouvernement, y compris au MPP, à l'UPC, dans tous les partis politiques. J'ai des camarades et j'ai des amis. Et donc, du coup, c'est un livre qui sonne en fait pour moi comme une vérité de parole et qui ne va pas offenser quelqu'un. Je parle d'un changement générationnel, je parle d'une transmission, je parle d'un remplacement et d'une alternative. Et ça, c'est ma conviction. Le dire dans un livre n'est pas offenser quelqu'un, et s'il fallait le redire, je le redirais avec les mêmes mots. Alors, ce n'est pas une première qu'un leader d'opinion soit intimidé, si vous voulez. On se rappelle du cas du journaliste d'investigation Ladji Bama. Et ensuite, c'est vous. Faut-il craindre pour la liberté d'opinion au Burkina Faso? Non, je ne pense pas qu'il faut craindre. Par contre, il faut être vigilant et il faut se poser des questions. Il faut justement dire à ces personnes-là, à ceux qui s'adonnent à ce type de pratique-là, que le temps est révolu et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce pays-là ensemble. Faire taire un individu par une balle ou par autre moyen ne ramène pas le silence. Au contraire, ça crée du bruit et davantage de bruit. Et moi, j'ai dit une chose, il faut que ceux qui sont indifférents arrêtent leur indifférence. Notre pays est dans une situation là où on a besoin que les indifférents se sentent concernés également. Et à un moment donné, de toutes les manières, si vous vous taisez, vous subirez. Vous savez, vivre dans un pays là où il y a presque plus d'espoir, là où tout semble être en état de putréfaction, c'est difficile. Si vous vivez encore plus dans ce pays avec un silence, c'est encore doublement plus difficile. Parfois, certains vivants envient la place des morts. Parce que vivre, la boule au ventre, la peur au ventre, et ne pas avoir l'espérance et l'espoir d'un lendemain meilleur, vous impose à l'action, au moins à la parole. Et c'est ce que je fais. On voit visiblement donc que vous êtes gonflé à bloc à jamais. Regonflé à bloc, imperturbable et serein. D'accord, ça sera tout pour cet entretien. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du journal qui nous amène au mémorial Thomas Sankara. Après les polémiques sur la statue, place aux hommages. Et c'est l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso qui ouvre le bal. Tout un symbole selon la diplomate en poste à Ouagadougou, Justin Amonto. Passé la polémique sur la statue, place aux hommages au père de la révolution burkinabé.
Sur la place du mémorial Thomas Sankara ce lundi, l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, gerbe de fleurs en main, vient saluer la mémoire d'un digne fils de l'Afrique. Le président Sankara, avec son première visite historique à Cuba, il a vraiment ouvert un nouveau chapitre aux relations entre Cuba et le Burkina Faso. Et pour nous, à Cuba, c'est tout à fait un symbole pas seulement de l'histoire, mais du présent du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde. Être la première ambassade à rendre hommage au président Sankara en ce lieu, tout un symbole selon l'ambassadrice. Pour nous, c'est très, très important et très symbolique d'être la première ambassade ici au Burkina Faso pour venir ici et faire ce dépôt de gerbe. C'est un petit hommage à un grand homme. C'est pour cela que nous avons profité de la célébration de la Journée de l'Afrique pour cet hommage ici. La diplomate plante ensuite un arbre après le dépôt de gerbe. Cuba reconnaît ainsi la valeur d'un homme qui a porté la cause de l'île sur la scène politique internationale. Avant de nous quitter, direction Boussé dans le Kourouégo où les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd el-Fitr dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Dans les rangs des fidèles, un fils de la localité, Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, était porteur des messages. Archimède Boy. C'est ici, sur le terrain de jeu du lycée privé Guetawende, que les fidèles musulmans de la commune de Boussé se retrouvent ce dimanche pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Parmi eux, Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères. Avant la prière, muni de son masque, il passe le message du respect des gestes barrières en se lavant les mains. Nous avons un devoir d'éducation, de sensibilisation de ces populations-là par rapport à l'existence de la pandémie et des mesures qu'il faut prendre. Et je voudrais saluer les efforts qui ont été faits par le haut-commissaire de la province du Kourouégo. Ces mêmes mesures que vous avez vues ici ont été prises un peu partout dans toute la province, notamment dans les communes de Sourgoubila, de Laï, de Niou et de Touéguin, en plus donc de Boussé. Le premier vœu que nous souhaitons d'abord, c'est que la pandémie du coronavirus disparaisse rapidement et l'autre vœu, c'est que la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Beaucoup de courage, que chacun n'a qu'à se mettre au travail pour lutter pour le pays, pour sa santé, sa sécurité, pour son avancement. Alpha Bari sera ensuite à Niou, son village natal, pour une visite de courtoisie au cheikh Ousmane Ouedraogo. Cette année, la célébration de la fête du Ramadan, le ministre a décidé de la faire en famille. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance depuis Ouri dans les Ballets. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.